Il a commencé à écrire ses chroniques dans le journal La Montagne en 1952. Et je suis auvergnat. À l'époque, j'étais à Clermont-Ferrand. Donc je lisais les chroniques chez mes parents. Il y avait La Montagne, bien sûr. Et chaque lundi, on lisait sa chronique. Tout le monde les lisait. Tout le monde les lisait. Bon, je ne dis pas qu'on en sentait le sens littéraire et la finesse toujours. Et comme tout journal quotidien, elle finissait avec des épluchures de patates ou à la poubelle, hein, bien sûr. Il parlait de tout. Il parlait de littérature. Alors il pouvait parler de Céline, de Colette, de Queneau, de plein de gens. Hein. Et souvent, il commentait des œuvres qui venaient de sortir ou qu'il reprenait de son propre chef. Ça peut parler de la pluie, du beau temps, des premiers pas de l'homme sur la Lune. Il suivait l'actualité comme ça, mais jamais l'actualité politique par contre. Ça c'était un contrat qu'il avait avec La Montagne. En principe, il ne parlait pas de politique. Il a publié quand même, je crois, 888 chroniques. Et il n'y en a qu'une dizaine qui n'ont pas été publiées, dont 2 ou 3 parce qu'elles parlaient politique. Ces chroniques sont plus amusantes qu'autre chose, au début tout au moins. Hein. C'est un divertissement. C'est un divertissement, il y a plein d'humour. Donc à l'époque, ça plaisait aux jeunes que nous étions, cet humour-là. Il faut les prendre, faut picorer dedans. Hein. Faut pas les lire à la suite. Il faut les avoir dans un coin, puis tiens, on s'en entend. On sort, on ouvre au hasard. Hein. On ouvre au hasard, parce qu'il n'y a pas de suivi en fait. Sinon, il parle de l'été quand on est en été quand même, mais il n'y a pas de suivi. Puis je vous dis, ça va tout, les fables, les belles-mères, les animaux. La zoologie, il était très fort en zoologie. De plus en plus, il s'intéresse à l'homme. Parce que c'est pas simplement un humoriste, il est aussi plus profond que cela. Il s'intéresse à l'homme. Pour lui, l'homme qu'il voit, c'est l'homme qui regrette le paradis perdu et qui est, c'est le cas de le dire, complètement perdu dans la nouvelle civilisation. Parce qu'il y a ça chez Vialat, il y a beaucoup de nostalgie de l'ancien. Et oui, les années 60, il y a un basculement. Il était né en 1901. Donc il y a tout un basculement, on abandonne la réclame pour la publicité, il y a le transistor, il y a toutes ces choses-là, bon, et il en est déçu. Il en est déçu, il regrette le bon temps en fait. Mais il est comme beaucoup d'humoristes, il est assez sombre, il a un côté sombre, intérieurement. Intérieurement, c'est pas, bon, on voit ses bons mots, mais c'est pas un guéluron quand même, pas du tout. Ce qui vous embarque, il vous embarque à force de, le moindre objet chez lui devient quelque chose qui n'est plus ce qu'il était en fait. Hein. Il réussit il est toujours à cette limite-là, un peu surréaliste d'ailleurs. Détourné un peu. Un peu détourné, toujours à cette Comme il détourne les mots un peu. Voilà, comme il détourne les mots, tout à fait. Tout à fait. Il était à Bandiac-Laval, mais comme il dit, par inadvertance. Effectivement, c'est tout à fait par inadvertance. Son père était militaire et il était à la caserne de Bandiac-Laval. Mais Vialat était tout petit quand son père est parti. Il a été muté à Brive d'abord, ensuite il a été muté à Toulouse, où là, Vialat allait aller à l'école. Il était même, c'est pour ça qu'il parle, on pense que c'est pour ça qu'il parlait si bien français. Il était à l'école index de l'école normale d'instituteur. C'est-à-dire à l'époque, on y apprenait bien le français dans ces écoles-là, et la grammaire. Et ensuite, il est parti au Puy. Et là, ça doit être à la fin de la guerre, au début de la guerre. Son père était malade et il a quitté l'armée. Et donc toute la famille s'est rapatriée dans leur pays natal, c'est-à-dire à Ambert. C'était quelqu'un de très doué. À l'origine, il voulait faire l'école navale, parce qu'il était très doué en mathématiques, mais aussi très doué en langue, très doué en français. Il a fait des études d'allemand. Et tellement bien études d'allemand que dès avant-guerre, il était en Allemagne, il collaborait à ce qu'on appelait la revue Rhénane, hein, où il a travaillé quelques années. C'est lui qui a fait connaître Kafka, il a insisté beaucoup auprès de Jean Paulhan pour que Kafka soit publié. C'est lui qui l'a fait connaître en France. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs un peu curieux de lui parce que Kafka en fait était tchèque. Oui.
hein, mais comme il parlait allemand, ses éditions étaient en allemand. Donc il a découvert un jour par hasard Kafka, et il a continué. Après, il a continué à traduire d'autres auteurs allemands. D'ailleurs, il n'a pas fait que Kafka. Et ensuite, il est mort, donc il a eu une grande période où on ne parlait plus de lui, en fait. C'est sa grande amie Fernie Besson qui l'a relancé en quelque sorte en publiant, en convainquant des éditeurs de les publier, ses chroniques. Quand il est mort, sur son lit, il était en train d'écrire une. C'était sa vie, c'était son métier, quoi. C'était en fait son métier, oui, oui, c'était son métier. C'était son métier, donc il est passé sa semaine chaque fois, hein, chaque fois.